Bonjour à tous et bienvenue sur Jab Live pour notre nouveau numéro de Jab Nook numéro 11, votre hebdomadaire consacré à la boxe. Et on retrouve le trio originel avec mes compères Kabir et Dylan. Comment ça va, Kabir? Ça va, super, merci. Et toi, la pêche? Yes, tout va bien. Dylan, de retour de vacances, de retour dans tes pénates, tout va bien? Ouais, nickel. Je j'ai pas encore écouté le Grand Talk. Voilà, je balance comme ça les vérités là. Je l'écoute cet après-midi. Voilà, je vous le dis. Eh ben, merci, ça fait très plaisir. On en est content, tu sais que j'en suis content et fier de ce format-là avec qu'on va essayer de lancer, et dans lequel on va mettre la boxe aussi en avant parce qu'il n'y a pas que le MMA dans la vie et vous le savez sur Jab Live, donc la boxe sera bien sûr représentée avec des invités. On va essayer à chaque numéro au moins d'avoir un boxeur. C'est l'idée de base. Donc on va continuer dans ce sens-là. Les gars, on va entamer le gros dos avec Tony Yoka qui est dans l'actualité très très fort ces derniers jours. Et avant de l'entamer, je voulais juste rendre hommage et dédier cette émission à Hiromasa Urakawa et Shigetoshi Kotari, les deux boxeurs japonais qui, il y a quelques jours au Korakuen Hall, sont sortis de leur combat et ont été opérés de craniotomie, opération donc boîte crânienne ouverte, qui sont entre la vie et la mort. Et ça nous rappelle comme toujours combien ces sports, on joue notre vie, c'est pas un jeu de faire de la boxe comme du MMA d'ailleurs, et plein de pensées, plein de prières pour eux. C'est très très compliqué leur situation. On se rappelle aussi de Shinjiro Shigeoka il y a quelques temps, de Kazuki Yanaguchi, son décès il y a plus d'un an maintenant, un an et demi même, je pense. Donc plein de pensées et on en parlera un jour parce que il y a beaucoup de choses qui se passent sur la boxe japonaise avec ces problèmes-là en ce moment. Ça va avec leur style, ça va avec leur culture, ça va avec les catés de poids dans lesquels ils sont, où on tombe pas KO aussi facilement et où on s'en met plein la tête pendant des rounds et des rounds. La JBC, la commission, va essayer d'agir sur quelques petits trucs. Donc, on en reparlera. On fera un dossier, un de ces quatre. On ramènera Philippe, bien sûr, Pipa. Vous pouvez aller le suivre sur les réseaux. Il fait un gros travail. Il a lancé sa chaîne consacrée à la boxe japonaise. Mais cette émission, elle leur est dédiée et plein de pensées à eux. On espère qu'ils s'en sortiront le mieux possible, on va dire, vu la situation. Voilà, parenthèse fermée, les gars. On retourne à notre Tony Yoka national. L'annonce, c'était mercredi dernier de la signature officielle chez Queensberry Promotion, chez Frank Warren, un des plus gros promoteurs de la planète, le Britannique. Déjà, tu as eu, Dylan, on en parlait, mais en fait, la signature, elle est depuis longtemps. C'est qu'ils ont juste attendu de l'annoncer, en fait. J'ai vu ça. Du coup, ça avait fuité il y a longtemps parce que nous on en a parlé il y a une éternité. Enfin, ça fait des mois vraiment. Et en fait, ça avait fuité. C'est juste qu'ils attendaient et bon, je sais pas, mais le timing colle bien avec la rumeur sur le combat contre Joshua. Maintenant que signé chez Queensberry, en fait, cette signature, elle aurait eu lieu il y a 2 ans chez Queensberry. Le combat contre Joshua, tu t'y penses même pas parce que Warren et Hearn étaient en guerre euh, générationnelle. Ouais, là, c'était vraiment un délire. Effectivement, maintenant qu'ils travaillent main dans la main tous les deux, bah, en fait, ça fait sens. Que Yoka, que la signature de Yoka soit annoncée au moment où son nom, en fait, je pense que Frank Warren fait ça intelligemment. Ça met de la value sur le nom de Yoka et sur du coup cette signature-là, qui est pas la plus grosse signature. Enfin, Frank Warren, Queensberry Promotion, chez les poids lourds, c'est la plus grosse étable du game, hein, de très 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 loin. Surtout, enfin, particulièrement chez les lourds. Donc, Yoka, ça aurait pu être une signature un peu anonyme, entre guillemets. On va en reparler, parce qu'on a beaucoup écouté la presse anglaise à propos de cette signature et de ce potentiel combat contre Joshua, pour avoir justement l'avis outre-Manche, parce que bah, Tony Yoka en France, c'est particulier. C'est comme Cyril Gane, c'est ces mecs-là où l'avis est très spécial à propos d'eux. Mais effectivement, là, ça a fait résonner la signature de Yoka, qui du coup est dans des grosses émissions, Talk Sport Boxing, etc. Donc ouais, ça faisait un moment, on le savait, tout le monde le savait, mais ça avait pas trop fait parler parce qu'il n'y avait pas de combat annoncé en fait. Ouais, exactement. Puis Tony explique dans l'équipe aussi que au niveau timing, bon, bah, quand il sortait plutôt de sa série de 3 défaites, tu vois, c'était pas si malin de l'annoncer à ce moment-là. Donc, ils ont attendu qu'il se reprenne un peu. La victoire contre Aliyev, le russe, en mai. Voilà, il est dans une meilleure situation pour pouvoir l'annoncer et parler de gros combats. Kabir, ouais, ça faisait des mois, mais bon, ça fait plaisir de voir Tony. Dylan le disait, hein, c'est la plus grosse roster, la plus grosse étape de poids lourd au monde, Queensberry. C'est top pour Tony de se retrouver dans Ouais, comme ça. c'est top pour lui et ça marque aussi un changement dans sa carrière. Justement, il en parlait dans la vidéo Talk Sport Boxing, dans laquelle il expliquait justement les évolutions et les changements depuis ses 3 dernières défaites. Mais maintenant, il a bougé à Londres. Il s'entraîne là-bas, donc il est dans une grosse écurie aussi. Et donc, il est vraiment parti dans un nouveau mood. Et c'est vrai que c'est intéressant quand on se penche sur la presse londonienne et comment on annonce cette signature. On l'annonce comme. On dit même pas Tony Yoka, on cite même pas son nom directement, on dit bah, un gold medalist pour donner encore plus de sens à l'opposition avec Joshua, qui lui aussi a eu la médaille d'or du coup aux Jeux Olympiques. Et donc, ça ferait pour les deux une sorte de chemin de la rédemption.
Du côté francophone et donc français, ce serait vraiment nous, on se dit, bah, il va prendre le plus gros challenge de sa vie avec Anthony Joshua. Et Anthony Joshua, ce serait plutôt un combat de reprise face à un combattant qui serait potentiellement aussi au même niveau que lui d'un point de vue amateur, puisqu'il a été lui aussi médaillé d'or. Ouais, tout à fait. Vas-y, Dylan, tu voulais. Les Anglais, ils voient vraiment ça comme un warm-up fight, hein. C'est un Ouais. truc de fou. Tu prends tous les, on va dire, allez, les mecs importants, on va dire, dans la boxe anglaise en termes de, enfin, anglaise dans le sens britannique, Oui. dans les voix qui comptent. Alors, on va dire ça comme ça, les Adeo Oladipo, effectivement, Simon Jordan de Talksport, tous ces mecs-là. En fait, c'est vraiment un build-up fight. C'est même un warm-up fight avant le fight contre Fury. Donc, la question de est-ce que Joshua peut perdre contre Yoka se pose très peu en Angleterre, vraiment. L'Angleterre, ils voient Yoka comme un mec. Alors, déjà, ça, c'est important aussi pour nous, Français, qui l'avons pas vécu de cette façon. Les Anglais voient encore la finale des JO de Rio 2016 comme un immense vol Ouais. et pensent que Joe Joyce avait gagné le fight. Donc déjà, il y a ça. C'est-à-dire que Yoka est pas du tout respecté en Angleterre en tant que boxeur. Ça, faut être très sérieux là-dessus. Il est pas champion olympique pour eux. Voilà, il a gagné une médaille, mais il a volé la médaille à un Britannique. Donc déjà, ça, c'est important. Et en plus, maintenant, il vit à Londres. Yoka, d'ailleurs, parce qu'il vivait à Las Vegas pendant longtemps. Maintenant, il vit à Londres. Il s'entraîne avec Don Charles, tout ça. Il a essayé de s'intégrer. Et en fait, vraiment, il voit Yoka comme un mec en fait, qui n'était pas au niveau pour être champion olympique, qui n'était pas au niveau pour être champion du monde amateur non plus, et qui finalement n'est pas du tout au niveau pour être champion du monde pro, mais qui a un nom, et qui est un nom facile à vendre. C'est-à-dire que si tu prends en ce moment les poids lourds qui existent, un mec qui est au niveau, entre guillemets, de fame et de crédibilité de Yoka, et qui est très largement à la portée de Joshua, je parle pour la presse britannique. On va peut-être en parler, nous, de ce qu'on en pense de ce combat, mais là, je parle vraiment pour la presse britannique. En fait, ça n'existe pas. Yoka, c'est l'évidence même. Le combat est hyper facile à vendre. On en revient au truc des 2 médailles olympiques et tout. Enfin, vraiment, le combat, il se vend tout seul. Tu remplis une jolie salle, tu vois. Tu remplis pas Wembley, hein, mais tu remplis une jolie salle. Il y a moyen de faire un beau build-up, etc. Yoka, il parle hyper bien anglais. Enfin, tu vois, c'est facile, ça se vend tout seul. Et c'est le fight pour redonner de la confiance à Joshua avant Fury. Voilà. Ouais, t'as résumé bien et t'as raison de le dire. C'est comment le public et les spécialistes et certains spécialistes de boxe le voient. Nous, on va rentrer dans ce débat de est-ce qu'il peut le battre. C'est le titre de la miniature pour le coup. Et puis, il y a du respect du côté, c'est ça qui est cool, du côté de chez Frank Warren, par contre, qui la haine dans son écurie. Alors, pourquoi en faire? Ça aussi, on va en débattre. Mais en tout cas, voilà, il a offert une deuxième voie de carrière à Tony et une voie qui est très belle vu les lourds qu'il y a autour. On rappelle Tony, 33 ans, son titre olympique à Rio, les gars, il en avait 24. Le temps, le temps il passe fou. 14-3 en carrière, les 3 défaites contre Martin Bakole, Carlos Takam et Riyad Neri en 2022-2023. Depuis 3 victoires, dont 2 en Angleterre dans des petits shows. Et donc, le Russe Aliev, c'était en mai pour le dernier combat du contrat de Canal. Et donc, cette signature avec Frank Warren, on rappelle rapidos, pour ceux qui suivent moins que nous ce genre de choses, l'écurie de Berry Promotion chez les poids lourds. Attention les gars, ça pique. Tyson Fury, Daniel Dubois, Joseph Parker, c'est une association avec Goldstat Promotion, enfin c'est une copromotion, mais il est un peu dans le roster. Ajit Kabayel, Fabio Wardley, Moses Itoma, Zahir Lezang, Derek Chisora, Laurent Sokoli, Joe Joyce, Philippe Ergovic, Dillian White, et après des noms un peu moins connus, mais David Adeyele, qui est le champion d'Angleterre actuel, Nelson Issa, Boma Brand, Solomon Dacrez, Lewis Williams, Joe Bourne. On vous invite à aller voir les photos parce qu'il a un physique très particulier. Et J. Adegbola. C'est des noms extraordinaires. Enfin, tu vois, toutes les possibilités qui sont là, elles sont assez fabuleuses quand même, Kabir. Très clairement, là tu as cité en gros la bonne majorité du top 15 des poids lourds actuels. Et donc, en fait, ça permet d'ouvrir le champ des possibles à Tony et de le permettre de pouvoir aussi accéder à très rapidement de belles opportunités. Il y a un point super intéressant et super pertinent qu'il a partagé dans une interview, justement. Il expliquait que surtout dans cette catégorie des poids lourds, tu es toujours plus ou moins un combat du title shot. Et donc, on l'a vu, hein, c'est dingue. Par exemple, moi, Martin Bakole, mon chouchou, même s'il il boxe un peu, il fait un peu des trucs un peu chelous en ce moment, c'est un boxeur que j'apprécie beaucoup. Et on a vu que voilà, il y avait un combat entre Parker et Dubois. Dubois s'est décommandé pour X, Y raison. Et on se retrouve avec un Martin Bakole qui n'est pas forcément le plus légitime à la course au titre, qui est là pour essayer de choper la ceinture de Parker, tu vois. C'est complètement dingue. Et donc, on se dit que dans cette configuration-là et dans une écurie dans laquelle il y a la possibilité d'affronter plus ou moins n'importe qui dans le top 15,
eh ben forcément, Tony, il est vraiment très, très proche d'une chance pour le titre. Là, d'un point de vue carrière pure. Après, d'un point de vue sportif, d'un point de vue niveau, on va en discuter plus en détail. Mais c'est vraiment, là, il est vraiment dans le meilleur contexte possible pour pouvoir faire cette fameuse deuxième partie de carrière qui pourrait lui être profitable. Bah, alors, truc hyper intéressant, j'ai été fouiller un peu les rankings du coup pour voir où était Tony, parce qu'il est dans le top 10 nulle part, ça on le sait. Enfin, je veux dire, il sort il sort de 3 défaites coup sur coup, il fait 3 victoires, mais contre des adversaires qui sont pas classés et qui sont même en négatif pour 2 d'entre eux, dans des petites salles en Angleterre. Enfin, ça te propulse pas dans le top 10, champion olympique, champion du monde, peu importe, tu vois. J'ai été chercher et il est 33e à la WBC, parce que la WBC tient son classement loin. Il est 33e, il est 39e IBO, donc qui est pas Non, une bien sûr. ceinture majeure, mais il est classé à l'IBO. Et Joshua, il est 2e WBC, 5e IBF, 7e WBO, 5e ring. Donc Joshua, il a beau sortir d'une défaite cataclysmique pour sa carrière, hein, vraiment, il était ultra favori, il prend un KO au 5e après avoir pris 3 ou 4 downs dans le fight. Enfin, alors que c'était lui qui était attendu comme voilà, le retour du Messi. Il y avait un truc de Joshua gagne l'IBF, Fury bat Usyk, on fait enfin l'undisputed Joshua Fury, enfin tout était écrit, tu vois. Et puis tout s'est pété la tronche, voilà. Yoka, pour lui, et c'est ce qu'il dit effectivement dans l'interview avec Simon Jordan, il dit enfin lui, en fait, si on lui offre Agit Kabayel, parce que c'est l'offre qu'on lui propose, on dit Agit Kabayel ou Anthony Joshua, évidemment il dit Anthony Joshua. Et le mec lui dit oui, sauf que si tu bats Agit Kabayel, t'es directement un prétendant pour le titre, parce que Agit Kabayel est dans la discussion très largement, il est champion WBC intérim, voilà. Et il dit oui, oui, mais moi c'est plus gros pour moi Joshua. Alors déjà c'est un plus gros payday, enfin, ça, je pense qu'on est tous conscients de ça, donc évidemment que Tony prendrait Joshua. C'est vrai que l'histoire, elle se vend plus facilement, même en France, hein. En France, Anthony Joshua est un peu plus connu du grand public quand même que Agit Kabayel. Donc c'est un truc qui est plus facile à vendre. Et surtout, moi je pense que si tu bats Agit Kabayel, suivant la façon dont tu le bats, et en plus c'est un match-up ultra compliqué, enfin on va pas, voilà, parce que déjà faut le battre. Ouais. Si tu bats Agit Kabayel, je suis pas sûr, moi je suis pas sûr à 100%, il a beau être champion WBC intérim et tout, que tu sois direct dans l'image, dans le tableau, pour être dans le title shot, alors que tu mets KO Joshua, une bêtise, pareil, hein, c'est pas à l'abri, mais Joshua il sort d'un KO, donc tu sais pas, tu mets KO Joshua, moi je suis à peu près sûr que tu renverses complètement la table en fait. Ouais, bien sûr. En France, certainement en France, hein, parce qu'en France, comme je te disais, personne connaît Kabayel. Donc, même s'il met Kabayel KO au deuxième round, aussi puissant qu'il soit, on dira ouais, il a affronté un plombier allemand. C'est la France. Après, s'il bat Joshua, ça va être difficile. Hein, ça va être difficile de chipoter. Hein. Ça va être vraiment difficile. Le combat Kabayel, je pense que ça se ferait en Allemagne pour le coup. En plus, c'est pour ça que j'ai dit plombier allemand, hein, volontairement. C'est pour te dire que. Voilà. Donc là, si tu affrontes Joshua, on va y venir bien en détail, mais si tu affrontes Joshua, ce serait sans doute sur une carte. Donc Joshua est côté Matchroom et non côté Queensberry. C'est pour ça qu'on l'a pas cité dans cette écurie. C'est sans doute sur une des cartes Matchroom Queensberry qu'ils font maintenant depuis qu'ils se sont réconciliés grâce à l'argent de Turquie. Tu le citais, Dikan. Donc il y a Turquie derrière aussi. Donc tu vois, le payday est beau. Alors ça peut être à Riyad, c'est un peu moins fun niveau public et tout, mais ça peut être aussi une super salle en Angleterre avec voilà, beaucoup de moyens sur un tel événement. C'est quand même très très cool. Et non, il y a un truc ça ouvre une discussion, ce que tu disais, Dylan, parce que tu dis 39 WBC. Ouais, 39 WBC. Je... 33, non 33, pardon, 33 WBC et 39 IBO. Ok. Est-ce que s'il affronte Kabayel, il est éligible à gagner la ceinture WBC intérim? J'ai un doute. Bah, je sais pas si l'intérim s'applique, si la loi du top 10 s'applique pour l'intérim. Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr non plus. Parce qu'en vrai, si jamais il est éligible, un scénario, je dis pas qu'il le ferait parce que Kabayel c'est un sacré boxeur, hein, notamment le travail au corps. Ouais, mais tu le bats, tu prends cette ceinture, Usyk qui fait un dernier combat et il vacate tout. T'es champion du monde WBC. Hein. Ouais. C'est Parce que c'est un peu ça aussi la perspective qu'on n'a pas pris en compte jusqu'à présent, c'est le fait qu'Usyk, il lui reste un combat en gros, un ou deux grand maximum. Et donc tout va s'éclater d'ici quelques mois et donc perspective 2 ans. Donc il y a ce fameux tune-up fight qui pourrait aller dans l'avantage de Tony, mais c'est vrai qu'après, toutes les cartes seraient redistribuées, sachant que les anciens, quand je parle des anciens, je pense notamment à Fury et à Joshua d'une certaine manière aussi, qui est plutôt sur la fin que sur le début. Ah oui. Eux, ils vont aussi peut-être pas forcément aller sur une course au titre, puisqu'il n'y a pas forcément d'opposition possible, puisque sportivement, il n'y aura que les vrais loups qui sont chez les lourds. Donc, on se dirigerait vers un Parker qui pourrait essayer d'assembler un maximum de ceintures et un Yoka qui aurait peut-être de la place s'il arrive à atteindre le top 10 et pouvoir ensuite derrière choper les bons combats. Et à la fois, elle comprend que dans ce scénario, ce que je vois Dylan, mais je comprends dans ce scénario-là. Tu sais, un scénario un peu fou, mais tu as pris l'intérim, Usyk qui vacate, tu deviens champion.
Je comprends que le scénario ne plaise pas à Tony, parce que t'imagines ce qu'on dirait en France? Lui qui suit moins la boxe, il a battu un Allemand qu'on connaît pas et on lui donne sa ceinture par email, tu vois. C'est ça. Ce serait compliqué aussi. Alors qu'en effet, tu bats Joshua dans un scénario comme ça, c'est quand même vachement plus lourd. Vas-y, reprends. Bien sûr. Je t'ai coupé, Dylan. Non, non, mais en fait, c'était juste pour dire, moi, je pense que le meilleur fight pour Tony, c'est Joe Joyce. Moi, j'en démords pas. Ça fait 3 ans que je le dis. Depuis sa première défaite contre Bacolé, je le dis. Voilà, pour moi, son meilleur fight, c'est Joe Joyce. Parce que c'est le plus facile à vendre pour le public français, pour le public anglais. C'est encore plus facile que Joshua. C'est la revanche du fight que les Anglais n'ont pas accepté. C'est la revanche pour nous de dire, bah si, parce qu'en plus, j'en ai parlé avec des boxeurs olympiques français de la finale. Voilà, de Yoka contre Joe Joyce. Et tu sens que c'est un non-dit. Par contre, il y a un truc qui revient, et c'est ce qu'ils m'ont tous dit. Ils m'ont dit, on s'est tellement fait, je vais rester poli, mais on s'est tellement fait avoir en boxe olympique, la France, pendant tellement longtemps, qu'en fait, des fois, la pièce est tombée, enfin, pour une fois que la pièce est tombée de notre côté, on va prendre, en fait. Et on va pas se plaindre, parce qu'il y a quand même eu un paquet de scandales qui sont allés contre nous. Donc, on va peut-être pas tomber sur Tony, justement. Enfin, voilà, ça, c'est bien que pour une fois, la pièce soit tombée de notre côté. Effectivement, le fight, moi, je l'aurais pas scoré en faveur de Tony, ça, je l'ai toujours dit. Maintenant, c'est comme ça. Voilà. Tony Yoka il était en finale quoi qu'il arrive. Enfin, c'est quand même un excellent champion, il est champion du monde amateur et tout. C'est quand même un excellent boxeur amateur. Je pense que c'est plus facile à vendre Joe Joyce en disant bah, c'est la revanche. Là, en tant que Français, on va prouver qu'on méritait cette médaille olympique. Les Anglais de dire bah, on va prouver qu'ils ne la méritaient pas et que c'est Joe Joyce qui l'a mérité. Tu le vends facilement, tu remplis très largement une jolie salle à Manchester, à Londres ou peu importe, tu vois. Et c'est un combat qui est intéressant pour la carrière de Tony parce que c'est un combat qui gagne. Joe Joyce, c'est quand même un nom en Angleterre, même s'il est sur un très 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 mauvais run. Hein. Il est sur 4 défaites sur ses 5 derniers fights. Après, c'est sur 4 défaites contre 4 gros adversaires aussi. Bah, tu te remets dans. Et là, après, tu fais Joshua, tu vois. Mais bon, là, pour moi, Joshua, c'est trop tôt par rapport à Tony, mais on va en reparler. Mais c'est trop de pression, trop gros fight, trop gros fight pour moi. Voilà. Non, mais tu le relances de toute façon. Enfin, ouais, c'est une possibilité. Moi, je suis d'accord. Hein. Je suis pour le combat sur Joe Joyce. Ça fait tellement de sens à plein de niveaux. Vendeur en France, vendeur en Angleterre, une histoire vraiment derrière à écrire. Tu as raison, hein, c'est tombé assez de fois de l'autre côté. Hein. On va dépenser pour Alexis Vastine, par exemple, mais c'est assez tombé du mauvais côté pour que, pour une fois, ça y allait. Il y avait le rapport du Canadien sur tout ce qui s'était passé dans ces JO, de l'avocat canadien. Enfin, voilà, allez lire sur Internet, il y a des choses sur tout ça, mais c'est le monde de la boxe amateur. C'est comme ça a toujours été comme ça, et on va pas faire les oies blanches devant ça, parce que c'est ça, ce milieu-là. Avant qu'on rentre vraiment dans le débat Joshua, parce que c'est le fight qui nous intéresse ces derniers jours, enfin, dont on parle, moi, je voulais vous citer Frank Warren chez Boxing Scene. C'est une quote de lui, Boxing Scene, le site internet qui a interviewé Frank après la signature officielle de Tony chez Queensberry, et qui dit, je cite, Joe Joyce contre Tony, c'est un super combat. Et Daniel Dubois va avoir besoin de combattre après sa défaite. Moses Thomas est en train de monter, il aimerait l'idée d'affronter un médaillé d'or olympique. Dillian White aura besoin d'un combat de rebond après sa défaite contre Moses. Cette phrase est folle. C'est folle. C'est une dinguerie de dire des trucs. Le combat n'est pas encore passé, c'est le 7. Ah non, mais entre ça et Turquie, franchement. Cette phrase est folle, totalement. Il y a aussi Kabayel, on pourrait mettre Tony contre lui pour une défense volontaire de sa ceinture WC intérimaire, donc il répond un peu à ce qu'on se demandait pour le coup. Je me souvenais pas de la quote, mais donc il répond que ça, a priori, il serait éligible. Personne n'y trouverait d'objection. Tous ces combats sont possibles pour Tony et seraient intéressants pour les fans de boxe. Tu vois, quand même, on revient. Déjà, c'est fou le nombre de possibilités que Frank Warren lui. Par contre, il y a toujours, tu vois, dans toute la côte, tu as un peu cette notion de combat de rebond pour tout le monde, quoi. Ah oui, bah oui. Exactement, ouais. C'est Tony, voilà, c'est le mec qu'on amène pour essayer de te faire rebondir sur la scène anglaise, tu vois. On le prend mal, si t'es Tony Yoka, tu vois, de dire un truc comme ça. Ou non, c'est cool, parce qu'il y a peut-être des opportunités que t'aurais jamais eues, en fait. Bah, il a rien à perdre à ce niveau-là, tu vois. Il a vraiment rien à perdre et tout à gagner. Donc, mieux vaut venir en tant qu'underdog et de choquer tout le monde, un peu comme Dubois l'a fait, hein, d'une certaine manière. Bien qu'il était légitime, il l'a fait avec Joshua. C'est aussi possible. Et justement, ce qui m'a hérissé dans la citation, c'est le fait de partir sur le postulat qu'un tel va forcément perdre. C'est délirant et la boxe nous l'a montré à de nombreuses reprises qu'on peut avoir de gros upsets. Gros big up à Bruno Suras. Donc, écoute, surtout chez les poids lourds en plus. Donc, non, je pense qu'il a une pièce à jouer et mieux vaut qu'il parte underdog et qu'après il fasse surprise plutôt que, comme ça s'est passé en France, qu'il fasse une carrière dans laquelle, dès le début, on le projette comme le futur champion du monde poids lourd et que petit à petit, parce qu'on est allé trop vite, on le laisse en galère, il se retrouve dans des match-ups sportivement et d'un point de vue carrière qui soit totalement délirant par rapport à sa position dans le classement. Donc non, je trouve que
il a dû traverser tellement d'épreuves et que là, maintenant, il a tout à prendre. Et qu'au contraire, c'est une position qui peut lui être avantageuse, parce que comme on s'est dit, il est dans le roster le plus avantageux et dans le plus fourni du côté des poids lourds. Donc, il faut qu'il marque les esprits pour pouvoir rapidement avoir une chance pour le titre, si c'est possible pour lui. En plus, je vais dire un truc, hein. Je pense pas que Tony Yoka soit un moins bon boxeur, attention, il va y avoir une nuance, que Daniel Dubois. Je pense que Tony est meilleur techniquement que Daniel Dubois, il a beaucoup moins de lacunes techniques, et surtout, bah, par contre, il est moins dur au mal peut-être, même si bon, bah, on a vu que Daniel Dubois finalement, bah, ça tombe en fait, hein, il a beau être très costaud et tout. Dubois tape plus fort que Tony, ça c'est une certitude. Ouais. Donc il est plus dur dans le combat, mais je suis pas sûr que Daniel Dubois soit un meilleur boxeur, vraiment boxeur, peut-être un meilleur combattant, mais je suis pas sûr que ce soit un Ouais. meilleur boxeur que Tony Yoka. Du coup, Tony Yoka est pas ridicule face à Anthony Joshua. Je pense pas qu'il gagne le combat, voilà, je préfère le dire tout de suite. Je pense que Joshua a trop d'expérience à ce niveau-là, et c'est là où ça se joue pour moi. Je pense que Yoka a une grosse expérience amateur et effectivement, il a été au plus haut niveau amateur et ça, c'est quand même quelque chose. Mais en pro, bon, les choix de carrière par ses agents, ses managers et tout l'ont pas aidé, hein, parce que prendre Martin Bacolé à ce moment-là de ta carrière en 10-0, enfin, c'est une catastrophe, je suis désolé. C'était un nom qui t'apportait rien et c'était un mec, tout le monde savait dans le milieu de la boxe, c'était un mec qui était un piège pas possible. Donc, c'est vraiment un choix cataclysmique à ce moment-là de ta carrière pro. Enfin, c'est n'importe quoi. Je suis convaincu que Tony Yoka peut faire quelque chose, mais que dans ce genre de rendez-vous où tu sais que c'est la chance de ta vie, en fait. C'est-à-dire que tu bats Joshua, t'es propulsé au firmament et effectivement, t'es à encore un combat de la ceinture, peut-être. Tu perds contre Joshua et tu prends un KO au 6e, ou je dis une connerie, tu vois, enfin voilà. Ta carrière, elle est pas foutue, mais t'es vraiment le gatekeeper, voilà, le mec pour les combats de rebond ultime, parce que t'es quand même un nom, t'es quand même un médaillé d'or olympique, donc tu seras toujours facile à vendre pour les gens qui suivent pas vraiment la boxe. Et j'ai peur que Joshua, qui a été vraiment dans le plus haut comme dans le plus bas, qui a une expérience de dingue, hein. Joshua, ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, il combattait contre Dillian White pour le titre européen britannique, qui est un combat légendaire. Et qui est un combat déjà de chien à l'époque, et derrière il enchaîne 2017 Klitschko et tout. Enfin, il a une carrière, Joshua. Uzi qui perd 2 fois, mais c'est quand même 2 combats ultra gigantesques. Il y a tous les combats à Riyad et tout, il y a le combat contre Dubois. Il a vraiment l'expérience des très grands rendez-vous. Mm. Et je pense que Joshua, il arrive plus serein, même s'il sait lui aussi que c'est la dernière chance, hein, parce que s'il perd contre Yoka, c'est foutu maintenant. Il arrive plus serein quand même, parce qu'il a déjà été dans une position où on lui a dit si tu perds, c'est foutu en fait. Et il a réussi à Ouais. rebondir à chaque fois. On va Ouais, c'est rentrer. clairement ça l'avantage, hein, c'est l'expérience du côté de Joshua. Tu vois, en termes de stats, justement, Yoka n'était même pas encore pro que Joshua il était déjà sur des 12 rounds. Son premier 12 rounds, c'était en 2015. Donc en fait, au-delà de l'aspect boxe, combattant, et c'est vrai que c'est pour ça que j'avais du mal à saisir la différence boxeur-combattant quand tu parlais de Dubois, c'est vrai. Et c'est aussi un sport où il y a enfin, il y a l'aspect physique et il y a l'aspect expérience et expérience du combat qui est à prendre en compte au-delà de l'aspect pugilistique et technique pure. Et c'est vrai que là, sur ce point-là, ça peut être différent, mais c'est sûr que Yoka, il a une pièce à jouer, et il est pas illégitime face à tous les noms qu'on a cités un peu plus tôt dans la citation de Franco Warren. Non, non. Non, c'est ça. Tu vois, c'est bête, hein, Bacolé, t'as raison, c'est un mauvais choix à ce moment de carrière. Il fait les 10 rounds, hein, avec Bacolé. Et elle a bien vieilli, hein. Elle a bien vieilli. Il fallait un prospect américain qui les a pas fait, hein, loin de là. Tu vois. Donc, enfin, ouais, il a des qualités, Tony. On rentre dans le détail du truc. Déjà, intéressant à noter quand même que les premières personnes qu'on parlait de rumeurs de négociation, bah, c'était en France. C'est Go Boxing News, le manager notamment de Anoel Ngami Senge, qui avait affronté Janibek. C'est lui qui l'a dit en premier, avant Spencer Oliver sur Talksport. Donc voilà, on avait l'info. Si on le suivait, il fallait y croire parce que c'était compliqué à y croire, mais elle était là. Et je vous cite 2 citations de Warren avant qu'on rebascule à 100% sur ce possible combat contre Joshua, mais je les ai trouvées marrantes. Il parle parce que ça va avec ce que tu disais, Dylan, sur ses choix de carrière. Il dit peut-être, Frank Warren dit peut-être que Tony n'avait pas le même soutien autour de lui qu'il a aujourd'hui. Il y a des sous-entendus de voilà, sa carrière a été mal drivée. Et par contre, c'est marrant. Maintenant, il a un promoteur qui le soutient et DAZN qui va tout vouloir mettre derrière lui et qui va peut-être mettre son poids pour le voir en tête d'affiche de show dans son propre pays. Il faut quand même aller dire à Frank Warren qu'il l'a fait beaucoup de fois, Tony. Et c'était peut-être une des erreurs de début de carrière, juste. Ouais, c'est ça. C'est venu trop tôt. J'ai trouvé ça marrant, tu vois, cette petite quote de notre ami Frank Warren. Bon, on rentre dedans, c'est le titre de la vignette. Tu as déjà un peu répondu, Dylan, mais est-ce qu'il peut le battre? Est-ce qu'il y a des arguments qui font que Tony Yoka, si on l'oppose à Joshua, la rumeur c'est pour décembre,
Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Moi, je vous donne des arguments qui vont dans le sens de pourquoi pas, et vous me rebondissez là-dessus. Je vais être clair aussi, si je dois parier ma maison, hein, je pense que je la mets sur Anthony Joshua. Mais il y a plusieurs points. Déjà, c'est un très bon boxeur, Tony Yoka, tu l'as rappelé Dylan, il faut jamais l'oublier. Je me dis, est-ce que Joshua, dans un match-up comme ça, qui va être vendu champion olympique contre champion olympique, Joshua à qui parfois, dans certains match-up, on lui a reproché de pas assez boxer, tu vois, de pas... Est-ce qu'il va pas rentrer dans un truc de je vais boxer, tu vois, je vais montrer que je suis meilleur boxeur que Tony Yoka. Comme contre Usyk. Contre Usyk 1, tu veux dire, ou ouais, bah, Est-ce qu'il c'est peut une pas rentrer là-dedans, possibilité. tu vois? C'est une Est-ce qu'il peut pas possibilité. rentrer là-dedans et tu vois, finalement, dans un style de combat qui conviendrait bien à Tony et que Tony pourrait s'en sortir un peu. Et mon deuxième point, il est quand même presque psychologique sur Joshua. Où est-ce qu'il en est dans sa carrière? Si ce combat se fait, il a une sacrée pression sur les épaules parce que tu l'as dit, perdre contre Tony Yoka à ce moment-là de sa carrière, bah c'est la fin. C'est clairement la fin. À quel point il est marqué parce que c'est une destruction quand même que lui a mis Dubois dans la tête. Ouais, Tu vois, il y a eu les combats contre Usyk, il y a eu tout ça. Ce mec qui était destiné à avoir l'undisputed contre Wilder, puis l'undisputed contre Fury, bah, il les aura pas parce qu'il a raté ces rendez-vous-là. Et est-ce qu'à un moment, ça peut pas jouer? Et face à un Tony qui, lui, a rien à perdre, en vrai. S'il est battu par Joshua, on va dire quoi? Il est battu par Joshua? Tu vois? Il n'a pas rien à perdre parce en fait, il a pas rien à perdre parce que c'est sa dernière chance de rédemption, je pense. Et en fait, ce qu'il a à perdre, c'est son statut de potentiel futur champion du monde. Et je pense que ça, tu peux vraiment le perdre. Si tu perds encore une fois, tu es à 4 défaites en 17 combats. Enfin, c'est pas possible. Et par contre, pour répondre à tes deux trucs sur Joshua, pour moi, il y a un truc, c'est Ben Davison. Je pense que Ben Davison, l'entraîneur donc de Joshua, qui est dans le top des entraîneurs britanniques, dans le top des entraîneurs de boxe dans le monde, a deux immenses qualités. C'est que c'est un très bon analyste et il est très bon en game plan. Alors ça s'est pas vu contre Daniel Dubois parce que c'est Joshua qui a fait nimp pour le coup. Mais je pense que là, Ben Davidson va bien dire à Joshua, et il y a des analyses vidéo et tout, lui dire: ton avantage sur Tony Yoka, c'est que tu cognes plus fort que lui et que tu es meilleur physiquement, tu es plus solide physiquement, donc va pas boxer avec lui, je veux que tu lui casses la gueule. Et après, Ben Davidson, il est très 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 bon sur l'aspect mental. C'est lui qui a reconstruit Joshua post-Usyk 2. C'est lui qui a reconstruit Fury à son retour. Ça, c'est quand même... je pense que ça a vraiment son importance. Le Fury post-2015, post-dépression, post-excès de cocaïne, post-suicide, tout ce que vous voulez, c'est Ben Davidson qui le reconstruit. Ce qui lui fait perdre le poids et surtout qui le reconstruit dans la tête. Et je pense que Ben Davidson, dans le coin d'Anthony Joshua, lui a redonné des velléités offensives, ce que Joshua n'avait plus depuis le KO contre Andy Ruiz. Il a réussi à refaire de Joshua le boxeur qu'il était. Alors évidemment, ça a ses limites, parce qu'il vieillit, parce qu'il a moins la hargne, il a moins envie de défoncer les mecs en face de lui, parce qu'il a déjà presque tout gagné, et que, effectivement, peut-être psychologiquement, il s'éloigne d'un titre, donc ça doit jouer. Mais je pense que Ben Davidson va faire la différence, et peut vraiment... Enfin, c'est ce qui rend Joshua favori sur ce fight pour moi aussi. Oui, c'est un élément qui rend clairement favori, mais tu l'as justement dit, il y a l'aspect mental, et c'est aussi ça, le point qui a fait que ça s'est terminé beaucoup plus prématurément face à Dubois, parce que justement, il pouvait boxer et il a voulu se bagarrer. Et tu l'as vu au 5e round que quand tu veux te bagarrer avec quelqu'un qui est plus fort physiquement que toi, et c'est intéressant que juste avant, tu parles justement de la différence entre un boxeur et un combattant, ben, ça peut être très compliqué, surtout chez les poids lourds. Donc c'est vrai que sur la partie boxe, Yoka, il a rien à démériter. Mais c'est vrai que ça reste avant tout un sport très physique où Joshua, justement, il a souvent alterné entre un aspect, une boxe très physique avec beaucoup de cardio, beaucoup de volume et des moments où il a des sursauts d'orgueil où il veut brawler. Des fois, ça passe. Récemment, ça n'est pas passé face à Dubois. Est-ce qu'il pourra rejouer cette pièce face à Yoka? Ça peut être une des pistes parce que justement, s'il veut boxer un peu limite comme un amateur en mettant beaucoup de volume, en boxant en ligne face à un boxeur intelligent comme Yoka et un boxeur qui a aussi pris du poids, qui est devenu plus balèze, plus fort physiquement, ça peut aussi être assez compliqué. Ça peut être aussi très très difficile. Mais évidemment, quand on regarde l'expérience, quand on regarde le niveau d'adversité que Joshua a eu, euh, finalement, c'est clairement lui le favori. C'est aussi pour ça qu'on le vend un peu comme ça en France et même en Angleterre. Mais Yoka a aussi une pièce à jouer si justement il arrive à rompre cet aspect-là mental et derrière dérouler sa boxe et apporter cette touche physique qui lui a peut-être manqué dans certains combats. En fait, j'ose espérer, tu vois, sur ces points que je disais, que le gap que j'aurais mis il y a 3 ans sur Stopolista, il s'est réduit, en fait. Oui, bien sûr. C'est un Yoka qui décline et un Joshua qui décline et un Yoka qui monte. Et en fait, dans cette conjoncture-là, il y a une pièce à jouer. Ouais, Mais le il est avec Don Charles maintenant, tu vois, qui est quand même plus spécialiste des poids lourds.
il prend du poids, il le dit, il veut faire son prochain combat à 120, si j'ai bien lu. Ouais. Dans cette interview à Talksport, tu vois, il dit c'est un truc très clair, ça. Quand on lui parle de Don Charles, il dit la boxe poids lourd et la boxe, c'est pas le même sport. Et il a failli. On le connaît, les gars, on sait très bien. C'est un autre animal, la boxe poids lourd. Et avoir quand même quelqu'un comme ça dans son coin, déjà, ça aide. Ensuite, il a fait 2 interviews à l'équipe ces derniers jours. Et moi, j'aime bien le discours de Tony. Tu sens quand même un Tony qui est plus dans tous les travers qu'il y a eu quand il était aux États-Unis. On a lu des articles là-dessus. Hein. C'est viré aussi, c'est viré nocturne, ces choses-là. Tu vois, là, il est en couple. Il a une petite fille juste avant le combat contre Aliyev en mai. Tu sens qu'il raconte qu'il est serein, tu vois, qu'il est avec sa petite femme, qu'il s'occupe bien. Il est en Angleterre. Je pense qu'il est plus du tout dans les délires dans lesquels il était, tu vois, à une époque et où il y avait beaucoup de monde, à mon avis, qui se graissait aussi sur la peau de Tony, tu vois, un entourage un peu. Donc, tu vois, je le sens dans un bon mood. Ça veut pas dire que ce gap, tu le réduis à total et que tu prends l'avantage sur Joshua, mais tu vois, je le mets beaucoup plus serré que ce qu'il pouvait en être. Et même dans la façon dont il répond, dans la première des 2 interviews à l'équipe, le journaliste lui demande s'il battrait Usyk. Parenthèse, LOL sur la question. La question est folle. Ouais, n'importe quoi. La question est absolument folle. Et il dit, je peux pas me permettre de dire ça aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé. Tu vois, c'est quand même plus le Tony qui arrivait bravache et comme il était. Avec les qualités qu'il a, le mental un peu comme ça, et un Joshua qui décline, et qui lui, mentalement, on ne sait pas vraiment où on est, même si tu as raison, et c'est simple. Ben Davidson, c'est quand même un mec qui est dans le coin, mais tu vois, et il l'a fait brûler contre Dubois. Hein. Qu'est-ce qui peut se passer, tu vois? Est-ce que si dans les 2-3 premiers rounds, Tony commence à bien boxer, prend l'avantage, est-ce qu'il peut pas s'écrouler Exactement, sachant que dans le coin de Dubois, c'était Don Charles. C'est ça le truc, en fait. C'est ça le truc. Le truc, c'est que c'est encore Dubois, c'était celui qui a réussi à trouver la solution peut-être anti-Joshua, bien que, évidemment, ce combat entre Joshua et Dubois, beaucoup, et on est plus ou moins d'accord, mais beaucoup le voient plus comme un Joshua qui a été très mauvais plutôt qu'un Dubois qui a été bon. Mais tu peux pas retirer non plus la performance de Dubois. Il a pas C'est ce qu'a volé. dit Yoka d'ailleurs. Il a C'est ce clairement qu'a pas dit volé. Yoka. Il a dit j'étais choqué de la performance de Joshua. Effectivement, Dubois était très fort ce soir-là, mais j'étais choqué de la performance de. Dubois était très fort et j'étais choqué de la performance de Joshua. Et je pense que c'est ce qu'on s'est dit nous aussi, hein, tous. Hein. Oui, bien sûr. Mais tu vois, moi, j'accorde pas 100% de poids à cet argument-là, dans le sens où Dubois aussi a été bon. Même si on a vu qu'après, il s'est fait battre par Usyk, parce que voilà, il y a des niveaux, comme on le dit. Mais en tout cas, là, on est avec un boxeur qui est dans le coin, enfin, qui s'entraîne et qui aura dans son coin celui qui a réussi à battre Joshua, c'est factuel. Donc ça peut être aussi un avantage. Ça Comme on se le dit, on a un Joshua qui décline, un Yoka qui a l'air d'être en train de monter, parce que justement, il y a la combinaison de tout ce nouvel environnement, que ce soit d'un point de vue extra-sportif, comme tu le disais avec sa famille, il ne nous rentre pas dans le détail, il nous rentre dans le sportif, mais le fait qu'il soit venu à Londres, qu'il soit maintenant dans une écurie là où il y a les meilleurs poids lourds, qu'il ait des opportunités avec à peu près tout le monde, et qu'il a un combat qui va être annoncé dans un mois, donc tous ces éléments-là, ça va clairement en faveur de Tony. Par contre, vous en avez pensé quoi du combat contre Yaliev, vous? Parce que je suis obligé de. C'était il y a 3 mois. Donc tu vois, t'es obligé de. Vous en avez pensé quoi, vous? Pour le coup, c'était notre premier numéro, je crois, de Jabben. Ouais, c'est ça. Le débrief. Ouais. Vous en avez pensé quoi, tu vois? Enfin, c'est quoi le. Voilà. On l'avait dit, hein. Tu peux même le scorer pour Aliyev. J'ai pas de souci là-dessus. Et c'est ça. Et c'est là où quand tu te dis s'il prend, parce que quand tu regardes l'interview de l'équipe, il dit que son prochain combat sera annoncé dans un mois, donc septembre. En gros, en septembre, on sait qui il prend. Et il dit qu'il veut pas de combat de reprise. C'est parce que Ben Boxing Scene disait peut-être qu'il y aura. Bah, il les a déjà fait en fait. Il a fait 3. C'est ça. Donc en gros, c'est le step Yaliev Joshua. On va pas se mentir, c'est un sacré step. Hein. Non, Ça ouais. C'est un escalator. Mais on l'avait dit, souvenez-vous, dans le débrief, il y avait un truc qu'on avait noté, c'est ce côté un peu dur au mal. Il a pas il était là mentalement, Tony. Maintenant, le gap, il est gros. Et je continue de mettre. J'essaie de jouer l'avocat du diable aussi, tu vois, mais entre guillemets. Hein, et je continue de mettre Joshua favori d'une opposition comme ça. Oui. Mais les chemins dans lesquels ils sont tous les deux, je me dis, et si on avait une belle surprise? Peut-être pas là. Il y a la place. Mais Il y a la place. Au moins, il fasse un bon combat. Exactement. Et il y a de la place quand même pour faire quelque chose, tu vois. De plus que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelque temps si on imaginait une telle position. Puis soutenons-le. Enfin, nous, on peut rien à le soutenir, tu vois. C'est aussi ça qui lui a manqué. Et ça a été très touchant. Vous vous rappelez de l'interview justement après le combat où tu le vois, il est très, très, très touché parce qu'il dit qu'il a traversé pas mal d'épreuves avant d'en arriver là. Il a été content qu'il y ait du soutien de la salle. Et je pense que ça joue aussi beaucoup. Tu le disais au tout début, Dylan, le traitement médiatique et que les fans ou les moins fans ont pour Yoka, je les trouve très, très difficiles. Les Français, d'un point de vue sportif, hein, on a un très mauvais rapport à la défaite. On a tendance à lâcher les sportifs une fois qu'ils perdent, alors que dans la boxe, ils sont deux. Donc il y en a forcément un qui va perdre. Et c'est pas parce qu'il a perdu qu'il est nul, c'est pas parce qu'il gagne qu'il. Et c'est ça qui est un peu vicieux. C'est que quand il gagne, il bat un plombier ou une chèvre. Quand il perd, c'est une fraude.
compliqué. Il a déjà battu Dave Allen, hein, on rappelle, hein, qui est aujourd'hui en train de monter vénère. Exactement. Donc ça, c'est une victoire qui vieillit bien. Et surtout, enfin, je pense aussi, moi, ce qui fait qu'on est aussi dur, enfin, que le public est aussi dur avec Yoka, avec Gan, etc., avec Furo, c'est parce que c'est des sports dans lesquels on a très peu de chance, en fait. Et donc, du coup, tout est misé. Et là, encore une fois, moi, je pense, et beaucoup de boxeurs amateurs de cette époque-là sont d'accord, tout miser sur Yoka, c'était une idée de merde pour tout le monde. Pour Canal, pour Yoka et pour les autres boxeurs. Il y avait un truc à faire avec ce team de Rio qui a été médaillé dans tous les sens. Donc il y avait un truc à faire à propulser une team, et du coup, t'en as un dans la team qui perd, c'est moins grave, et l'attention est moins tournée vers lui, tu vois. Yoka, on a voulu en faire la future méga gigastar des poids lourds mondiaux, en expliquant au public français que c'était lui on n'a jamais eu de champion du monde poids lourd français. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, enfin les gens qui nous écoutent, je sais pas si vous vous rendez compte du coup du poids avec lequel s'est retrouvé Tony Yoka sur les épaules quand on nous a expliqué, à 24 ans, quand on nous a expliqué qu'il était meilleur que Joshua, qui était champion avant lui, effectivement comme Zekabir, qui commence à faire ses 12 rounds à cette époque-là, qu'il allait aller chercher Klitschko, Fury, qu'il était dans cette gamme-là en fait. Le mec avait même pas encore fait son premier combat pro. On disait déjà, ce sera le premier champion du monde poids lourd français. Enfin, c'est terrible, tu vois. Le mec, il est attendu comme le Messi depuis Carpentier, depuis. Enfin, c'est terrible. Et il connaît l'histoire de la boxe, Tony. Oui, en plus. Et c'était ça, il le savait. Donc, en fait, tu as raison. On le rappelait, 24 ans. On le redira, hein, ça. Ouais. C'était encore un gamin, même s'il avait beaucoup d'expérience olympique. Il y a 2 phrases que j'ai notées dans les interviews aussi. Il dit: j'ai plus de temps à perdre. Et il dit: je veux montrer au monde, après tout ce qui s'est passé. Ah non, mais... Ça, moi aussi, je le mets dans la colonne positive, dans le sens, et si, tu vois, et si le mec, vu qu'il est conscient de quel rendez-vous ce serait pour lui d'affronter Joshua et comment les yeux du public français comme international seront sur lui, et s'il faisait le combat de sa vie. Ouais, ça peut plus ça. Hein. Et s'il faisait sur là, machin. Et le truc de la vie, c'est pas comparaison n'est pas raison, hein, mais la sérénité d'une vie autour, elle peut jouer aussi, ce que tu disais. Oui. Un boxeur heureux est un boxeur dangereux, hein, c'est ce qu'on dit. Je te disais comparaison n'est pas raison, mais le Mike Tyson à 20 ans, c'est plus le Mike Tyson de Tokyo sans cause d'amato et avec des filles dans son lit tous les soirs. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Ça joue, ce genre de truc. Donc, moi, c'est ça qui me donne espoir. Et s'il faisait le combat de sa vie? Ça joue, et d'être dans l'ombre aussi, ça joue, je pense, parce que toute sa prep, là, il a fait dans l'ombre. Il est revenu à l'Adidas Arena pour le combat contre Yaliev, mais il a fait toute sa prep dans l'ombre. On n'a pas d'image de camp, on l'a très peu eu en interview. Ces deux combats d'avant, ils sont même pas diffusés. Donc, tu vois, et ça, ce qu'on avait dit avec Kabir à l'époque, on avait dit, nous, on était contents qu'il y ait ces 2 fights, qui soient pas diffusés, que ce soit contre des mecs qui sont largement à sa portée, et vraiment, ça lui apprend rien en tant que boxeur, mais ça lui fait du bien au niveau de la confiance, ça lui fait retrouver des sensations et retrouver la victoire. Effectivement, le problème, c'est que ça a été fait à l'envers. Ça, c'est ce qu'il doit faire sur ses 3, 4, 5, 6 premiers combats, tu vois. Même Joshua, qui est la gigastar qu'on connaît, et j'étais à Londres en 2012 au JO, qui était une gigastar. Quand il est médaillé, c'est une gigastar, Joshua, vraiment. Bien plus que Tony quand il est médaillé, d'ailleurs, hein, chez nous. C'est vraiment, c'est déjà une légende de la boxe en Angleterre, parce qu'il est beau gosse, parce qu'il parle bien, parce que c'est le gendre idéal, parce qu'il y avait tout ce qui allait. Et Joshua, il est pas headline d'une carte entière en prenant un énorme chèque dans une grande salle en Angleterre, hein, quand il commence. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Joshua, il devient le headliner qu'on connaît, etc. C'est le combat contre White. C'est là où il y a l'élément déclencheur. Et après, évidemment, il y a le combat contre Klitschko qui, là, le propulse au rang de légende absolue, le retour à Wembley, machin. Mais il avait l'avantage d'être dans un pays, tu le connais mieux. Un pays de boxe. Un pays de boxe. Il le dit d'ailleurs. Il le dit, Tony. Ouais. C'est que c'est un pays. Il était dans un pays qui n'était pas comme ça. Et il avait des grands noms, des cartes avec des grands noms sur lesquels on pouvait le mettre et le faire grandir, Joshua. Exactement. Il y a 2-3 éléments. Moi, je pense au début, quand Oubaly fait sa WC Silver, qu'il n'est pas loin du titre mondial, c'est Oubaly qui doit être main event. Oui, ça, c'est évident. Voilà. Mais on n'avait pas non plus, tu vois, le roster de boxeurs stars qui permettait en fait de ne pas le mettre en avant parce que c'est vrai. Pour relancer la boxe, c'était ce mec-là. Et moi, je l'ai toujours dit. Je remercierai toujours Tony pour tout ce qu'il a fait en termes d'efforts pour ça. Ramener la boxe à Roland Garros, ramener la boxe. Si. Tenter de faire des trucs et tenter de faire vivre. C'est un détail. Il s'est fait sponsoriser par le Coq Sportif, avec le COP sur le. Il essayait. Il a essayé, Tony, de faire relancer la boxe en France sur son. D'accord. C'était trop difficile, c'était trop lourd. Et le public a été hyper salaud là-dessus, tu vois. Parce que oui. C'est ça, en fait. C'était une grosse responsabilité alors que tu avais toute l'équipe de Rio. Ils étaient bécos, hein. T'aurais pu donner la responsabilité à Souley, on aurait pu diffuser. Il y avait Sofiane, il y avait Souley, il y avait énormément de boxeurs. Et comme l'a dit Dylan, ils ont décidé de tout centraliser sur un. C'est un choix parce que c'est les poids lourds pour plein de raisons. Parce que je crois que tu as un seul poids lourd qui a eu médaille olympique et qui a jamais été champion du monde. Et je crois que ce style est mort l'année d'après parce qu'il n'avait même pas passé pro.
Ouais, En gros, tu vois, c'était statistiquement, il y avait tout. Parce que tu parles de Joshua, mais la présentation que tu viens de faire de Joshua, d'un point de vue marketing, on faisait la même pour Yoka, hein. C'était le beau gosse, ouais, tu tout à t'es fait. sponsorisé, il parle bien, il passe à la télé. Genre idéal aussi, hein, Tony. Le couple avec Estelle et tout. Enfin, il y avait un truc Exactement. l'amour, il y C'est avait ça, du people en fait. Il y avait un truc que les gens, genre, je sais pas, ma belle-mère, elle connaît Tony Yoka et Estelle, Ouais, tu vois. ouais, c'est ça. Et donc, T'as raison. sauf que c'est pas le même contexte. C'était pas le même contexte et le public aussi, il est bien différent. Parce que Joshua, il perd, mais quand on sort de Wembley, Joshua, c'est quand même un héros. Quand on sortait de Wembley avec Dylan, on voit sur toute l'allée, tu as des photos de Joshua alors qu'il il vient de se prendre un KO. Tout le monde est à fond sur Joshua. Les petits, ils prennent Joshua en exemple, alors qu'ici, c'est un peu différent, quoi. C'est pas le même rapport. C'est quoi, t'as raison, même avec de citer de couple avec Estelle, Dylan. C'était même plus vendeur encore que Joshua, en vrai, cette histoire. Parce que, il y avait tout de réuni, mais c'est pas le même pays de boxe. Non, Exactement. c'est pas du tout le même pays de boxe, donc c'est un problème. Lui, moi, je pense, de toute façon, on revient au débat qu'on avait pour conclure sur Tony, on va passer aux actus de la semaine aussi, les autres. Mais ouais, on disait, tu vois, il lui propose Kabayel. En vrai, si on te propose Joshua, fais Joshua. Enfin, tu vois, Ah ouais, Mille fois, mille fois, mille fois. Même si Kabayel, ça te permet d'avoir un paypal shot juste derrière. t'en avais tellement Déjà, fait un parlé. probé Kabayel. T'as vu comment il a endormisé Ah ouais. avec une patate dans le bide en 6 rounds. Moi, ça fait peur. Je sais pas si c'est pas plus vendu que Joshua. Là, Oui, alors, comme tu le dis, à l'heure où on parle, Kabayel, il a ses dents, elles transpercent le ring. Parce il veut absolument la ceinture et il est sportivement, et d'un point de vue carrière, d'un point de vue ranking, il est bien plus que légitime. Si c'est pas Parker, c'est Kabayel. Donc pour moi, Ouais, c'est le top 3 mondial, clairement. Donc Oui, clairement, oui, clairement. passer de Aliyev à Kabayel, c'est un groupe pas tu possible. l'as dit pour Usyk, hein, les gars. Tu l'as dit là. Enfin, c'est ce Ouais, qu'il c'est aujourd'hui sportivement. top 1, top 2, top 3. Donc après, Joshua, mais c'est médiatique. Tu parlais, il y a l'argent, Queensberry Matchroom. En fait, tout porte à arranger les deux, hein, finalement, puisque pour Joshua, ce serait un combat de reprise uniquement. Et pour Yoka, c'est le chemin de la rédemption face à un médaille olympique. Donc les deux, je pense, prennent à se gagner. Et c'est sûr que d'un point de vue sportif, on aurait tendance à donner une pièce sur Joshua. Mais voilà, la boxe poids lourd est ce qu'elle est. La boxe, les Français nous ont surpris il n'y a pas longtemps, donc pourquoi pas encore, tu vois. Donc faut y croire. Tony dit bien. En boxe, ça va aller très vite. C'est ce que tu disais, Dylan. C'est les poids lourds. Ouais. oui. Et c'est une autre, c'est à part, c'est vraiment à part. Pas Joshua. Tu le mets, allez, dans un monde même idéal, tu le mets KO. Derrière, Usyk qui fait son dernier combat, tous les ceintures sont vacantes. Mais ça va très vite, hein. Bon, oui. Ça va. Bah, de toute façon, t'es challenger, quasi immédiatement à minima challenger WBC, puisque tu prends sa place, ou bon, pas exactement, mais c'est pas comme ça que ça marche en boxe, mais il est 2e WBC, Joshua. 5e IBF, 7e WBO. Et il est 5e dans The Ring. Donc tu le bats, tu rentres dans le classement The Ring potentiellement. Voilà. Et si les deuxièmes WBC et que du coup Usyk lâche sa ceinture, Kabayel passe WBC, Il est obligé de faire sa défense. il est Donc, obligé de faire sa défense et il peut la faire contre Yoka. voilà. Tu vois, donc après ça ferait Kabayel Yoka après Joshua. Et ça, c'est un bourbé quand même. Mais Après, tu bats Joshua par KO, tu sais pas ce que ça peut faire à un homme, hein. Bon, ça, on a vu avec ce qu'on disait avec Dubois, bon, ouais, c'est Usyk derrière. Donc, Usyk, c'est un extraterrestre. C'est pas, ça rentre pas dans les maths. C'est pas, voilà, c'est une inconnue, ça fonctionne pas comme les autres. Voilà. T'as le top et puis t'as un mec tout en haut là. Voilà. Exactement. Ça fonctionne pas comme tout le monde. Voilà. Donc, du coup, voilà. Kabayel, moi, ce que je vous ai dit, moi, je le trouve très très fort, Kabayel. On en parlait par rapport à Parker, Kabayel et tout. Moi, je le trouve très très fort, Kabayel. Il a beaucoup de qualités. Kabayel, je vois quand même je vois une petite enflammade. Voilà, je me permets. Je vois une petite enflammade Kabayel, où Kabayel, il est sur un run sympa. Il a beaucoup de qualités de boxeur. Il travaille bien au corps. Kabayel, il est lent sa race, hein. Attention, hein. Hein, ça peut se faire calmer cette hype, je suis d'accord. Il a un truc que peu de poids lourds ont, c'est la qualité de ses body shots. Elle est Voilà. c'est ça en fait. Mais il va au corps, c'est bien, hein. Mais moi, on me dit, tous les gens que j'entends dire que c'est le pire match-up pour Usyk actuellement, que Usyk gagnerait quand même, mais que ce serait celui qui présente le plus de difficultés. Il est lent, Kabayel, il prend Il ne touchera jamais Usyk. Donc il le touche pas à Usyk. Et pour ça que je disais Parker, pour moi, qui a des mains plus rapides et tout, Parker, il est pas. Enfin, Usyk battra Parker aussi, il battra tout le monde, Usyk. Mais Ouais. Parker, il va plus vite que Kabayel, il se déplace plus vite et surtout, il a des mains beaucoup plus rapides. Kabayel, il tape bien, il a des très belles combinaisons, c'est très propre. Mais regardez contre qui il les a placés. Frank Sanchez, pareil. Frank Sanchez, c'est un très bon boxeur. C'est très lent, c'est très statique, ça bouge pas. Gilles Zhang, enfin je suis désolé, mais Gilles Zhang, pareil, c'est un monstre sur 1 milliard d'aspects. Par contre, les body shots sur Gilles Zhang, Kabayel, il était écrit pour battre Gilles Zhang. En plus, le cardio, parce qu'il perd, Gilles Zhang, il perd au cardio, hein. Enfin, c'est une défaite de fatigue en vrai. voilà, c'est une défaite de fatigue. Il prend un dernier, il prend une droite au foie, ce qui est magnifique d'ailleurs, parce que là, il y a un décalage par contre.
mais Kabayel, il va quand même au tapis. Enfin, tu vois, il y a quand même des trucs. Mais du coup, là, actuellement, à part Parker et Usyk, Kabayel, il prend tout le monde pour moi. C'est pour ça que il est pas. Moi, je le mets top 3 sport. Ils sont pas Fury. Enfin, on compte Fury ou pas? Fury. Est-ce que lui-même il se compte? Il va jamais prendre Kabayel, il y a pas d'argent. Fury bien préparé, il bat Kabayel. Je pense largement. Mais Fury, il va jamais boxer Kabayel, il y a pas d'argent derrière. Est-ce que tu penses que Fabio Wardley bat pas Kabayel? Non. Moi, j'aime beaucoup Fabio Wardley et je pense Moi qu'il a aussi. toutes les qualités pour battre Kabayel, tu vois. Voilà. C'est un fight que j'aimerais bien voir d'ailleurs. De toute façon, on va avoir des fights, hein. On en parlera la semaine prochaine, mais Moses Thomas qui arrive, enfin, il y a des gens qui commencent à arriver, donc ça va. Dylan White qui revient, moi je suis surexcité. Ouais. Je suis le dernier supporter de Dylan White. Regarde ça, garde tes armes de côté. Propagande depuis à 2h du matin sur WhatsApp, il nous envoie des messages. Tu vas voir, il nous envoie Dylan White qui s'entraîne. J'ai vu, il est fou. Vous mettez de l'oseille, les gars. Il est chaud, les mecs. Il est chaud et ce sera donc le 16 août, ce sera le week-end pas celui-là qui arrive, mais le prochain, et ce sera à Riyad. Ça va nous permettre de faire la transition sur le reste de l'actualité. Plein de force pour finir, hein, plein de force à Tony. Et franchement, Oui. qu'il l'aura ce combat. On espère qu'il l'aura et qui je te dis qu'il fera le fight de sa vie parce que vas-y. Oui, oui, non mais évidemment. Mais on sera dans la salle et on aura le maillot de l'équipe de France et on aura des drapeaux et on chantera la Marseillaise à chaque fois qu'il mettra un jab. C'est juste là on essaye de faire une analyse, mais on a milliards de pourcents derrière Tony. Si Tony il a Joshua, c'est magnifique. Si ça se fait, on se fera une vraie grosse analyse aussi. Ah ouais. Tu sais, mais voilà, on pense que Joshua est quand même favori, c'est normal vu vu les carrières des deux. Mais let's go Tony, vas-y fonce. Et donc je parlais de Riyad, ce sera le 16 août là avec Itoma White et puis Yato Tsutsumi contre un adversaire ridicule. Voilà, ça c'est, vous connaissez. Et il y aura une autre soirée à Riyad, c'est le 22 novembre avec Bam Rodriguez contre Martinez notamment, qui devrait être le main event, mais qui ne sera pas le main event. Et le main event, ce sera David Benavidez contre Anthony Yarde. C'était annoncé depuis quelques temps déjà, quelques semaines, et on a appris ces derniers jours qu'il y aura aussi monsieur Arthur Beterbiev qui revient boxer. Alors pas pour faire la trilogie contre Bivol, alors qu'on se disait que s'il reboxerait, ce serait pour celle-là, mais qui revient boxer contre Deon Nicholson sur la même carte que Benavidez Yarde. Chez Turquie, avec l'argent de Turquie. C'est quoi ce délire de pas les faire s'affronter, les gars? J'ai toujours pas compris, hein. Je suis en pétard. Franchement, je suis en pétard parce que Benavidez, c'est l'éternel mec que tout le monde va aider. Catastrophe. C'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Et honnêtement, après, c'est logique parce que Beterbiev, comme il est très jeune, il se blesse jamais. Il a beaucoup de temps devant lui, je pense. L'autre, il a 150 ans, il éternue, il se pète 2 côtes. Comment ça, vous me le mettez contre un mec dont on se fout, enfin désolé avec tout le respect, hein, dont on se fout complet. Beterbiev, il lui reste 3 combats, 2 combats, 1 combat. Ouais, c'est vrai. T'as dit 3, t'es gentil. Hein. Ouais, qu'est-ce que vous foutez? Il a 2 combats à faire. Il y a Benavidez ou la trilogie. Il n'y a pas de. Ça. Soit Bivol doit affronter un des deux. Oui, voilà. En fait, c'était ça. Soit les deux, s'ils sont sur la même carte, et que Bivol ne veut pas les affronter pour l'instant, il faut qu'ils s'affrontent. Mais là, il y a rien qui. Il aime trop faire ça, Turquie, il aime trop faire ça. Mettre 2 gros gars, que tout le monde va voir s'affronter, les mettre sur la même carte et dire ils vont tous les 2 gagner avec un super KO, donc on aura des images, on les fait monter sur ring. Ça a super bien marché avec Joshua Wilder, il apprend pas de ses erreurs, celui-là, de toute façon. Faites-les s'affronter. Si je veux, et vous me connaissez, hein, je suis pas dans la défense de Turquie, mais allez, si je veux te donner un argument possible, c'est comme ils ont annoncé cette carte il y a hyper longtemps, on l'avait dit, même avant son combat contre Cafu, c'était lunaire. Est-ce qu'ils se sont pas retrouvés avec Beterbiev qui vient et qui dit en fait les gars, je suis chaud pour boxer. On a déjà annoncé Benavidez Yarde et puis t'es un peu dans la mouise parce que... Ouais, mais avec la Tokimoni, t'aurais pu faire une tambouille pour les faire baisser. Moi je suis prêt que s'il est certain que tu mets un gros en un claquement de doigts, on a eu Bacolé. J'essaie de trouver quelques pieds. Non, là, t'oublies pas que ce compte est officiellement 8 account de Tori. Donc arrête de lui trouver. Non. Ce que je veux dire, c'est que on peut se retrouver. Le combat peut se faire financièrement, sportivement. Il n'y a rien qui empêche ce combat. Non. C'est trop bizarre. Il y a d'autres noms dans la KT. Enfin, je suis désolé, Beterbiev, il n'est pas à ce moment de sa carrière en mode je fais des rebuild fights. L'autre, il avait unifié les ceintures. Il a combattu tout le monde dans la KT. Il a été chercher les ceintures une par une. Il n'en est pas là dans sa carrière. C'est n'importe quoi. Il a 150 ans. Qu'est-ce qu'il va faire des rebuild fights contre des mecs qui sont classés 50e? Enfin, il y en a des gens dans la catégorie et Beterbiev peut prendre n'importe qui dans le top 10. Le ring a dit que c'était Road to Redemption. Non, mais sans déconner, des rédemptions là quoi. Oh là, je mute. L'autre, il était undiscuted. Et d'ailleurs, au classement The Ring, il est toujours premier. Hein. Enfin, je veux dire, du coup, The Ring s'auto. Enfin, c'est la preuve que The Ring, c'est devenu n'importe quoi quand même. L'autre, il est premier, Road to Redemption. Il a perdu point contre Evil.
après l'avoir battu et dans un fight hyper serré. Enfin, Redemption de quoi? Il y a pas de raison. Lui, il a le droit de faire ce qu'il veut, lui aussi. Il a fini le jeu. C'est comme si lui, Oui. c'est un truc de ouf. Non, ridicule. Et par contre, j'attends d'avoir les infos sur pourquoi Bivol affronte pas un des deux. Ça me. Je crois que c'est en dehors the ring, hein, je suis presque sûr, hein, parce que lui, il a eu des salades pas possibles dans sa vie perso. Avec son ex-femme et tout. Ouais, jusqu'au bout. Hein, genre, j'avais vu passer une vidéo de son ex-homme quand on voit un DM à Better Beef. Alors, il a la côte cassée, il a une oreille. Hate account, son ex-femme, elle est vraiment hate account. Après, il y a des histoires d'hiver dans leur truc. Ouais, voilà, c'est ça. Elle a raison. Évidemment, mais je dis rien du tout, mais je dis juste que c'est tout ce qui est en dehors du ring qui fait que je crois que Bivol, la boxe, c'est un peu compliqué pour lui, quoi. Oui, oui. Je précisais parce que tu connais notre monde, Kabir. Faut bien placer. Ouais, non, évidemment, il faut préciser. Il a Bivol casserole au cul, ouais. Voilà, et l'ex-femme de Bivol a de grandes raisons d'être. On va dire ça gentiment, mais avec quelques casseroles au cul. Comme tu viens de le citer, comme on est sur les 5 minutes de Turquie et hate account hebdomadaire, les gars, bon, c'est pas de la hate là, mais la vidéo d'anniversaire avec toute la boxe mondiale là qui dit souhaite bon anniversaire Turquie, mais c'est d'un cringe, c'est d'un gênant. Il y a Roberto Duran, parce qu'à la limite, les boxeurs actuels ils disent bon, on peut gratter un chèque. Les promoteurs à la Oscar de la Hoya, bon, on peut peut-être gratter une copromotion avec des beaux chèques à se faire. Roberto Duran, à part gratter des soirées à Riyad. Non, mais il est payé pour venir en fait. C'est toujours pareil. En fait, du coup, il y a tellement les mecs comme Duran et tout, ils se sont tellement retrouvés dans la sauce parce que moins d'oseille à l'époque dans la boxe et en plus, bon, les promoteurs et placements foireux, qu'en fait, ils prennent tout l'oseille qu'il y a maintenant. Mais Lennox Lewis, même traitement, Evander Holyfield, même traitement. Tous ces anciennes gloires de la boxe qui se déplacent à tous les fights à Riyad et tout, c'est parce qu'ils sont payés pour être là. On leur envoie un jet privé et ils sont payés. Donc Duran, moi, il y a des. En fait, moi, ce qui m'a plus gêné, c'est Christian Mbili. Parce que Christian Mbili dans la vidéo, et je vais vous dire, enfin, tout le monde sait, je pense, à quel point j'aime Christian Mbili et à quel point on veut le voir champion du monde. Et vraiment, on sera là, on sera dans la salle, peu importe où c'est dans le monde, le jour de son combat pour le titre. Mais alors vraiment, Christian qui du coup pour l'instant est pas du tout dans la Riyadh Season, enfin on en parle et tout, tu vois, mais qui est pas aussi intégré dans la Riyadh Season que les Fury, les Usyk et compagnie qui ont fait la vidéo. Là, ça fait vraiment pitié, prenez-moi, je suis gentil avec le patron, tu vois. Non, mais Et je pense, ça pour le fait coup du chier, lâche, je putain. pense que c'est réglé, en vrai. Parce que Oui, t'as vu les rumeurs, ça tourne, il sera peut-être co-main event de Canelo. oui, non mais c'est pour ça, c'est réglé, mais il y a un côté, comme ça n'a pas encore été annoncé et tout, il y a vraiment un côté, enfin, mais tout ça, mais je trouve que les autres, ça fait longtemps qu'on les, en fait, voilà, je vais dire ça différemment. Les autres, ça fait longtemps qu'on les voit Parader un peu. lécher les bottes de Turquie, pareil, je vais rester poli, ça fait longtemps qu'on le voit, qu'on entend à chaque putain de conférence de presse. Je voudrais remercier son excellence et compagnie, ça j'en peux plus. Ils le disent tous. Donc quand tu regardes une conférence de presse et que chaque mec passe 5 minutes à remercier le prince, Turquie et compagnie, c'est bon, on a compris. Une fois que le promoteur a remercié, les boxeurs arrêtez de remercier, ça gonfle. Et donc ce truc-là, ça fait 2 ans maintenant qu'on s'y est habitué. On les voit, les Usyk, les Fury et tout, qui lui lèchent le fion là à Turquie, on le voit ça. Mais du coup, voir Christian qu'on n'a jamais vu comme ça, et qu'on voit qu'il est pas à l'aise en plus sur la vidéo. Et c'est ça, c'est ce qui est gênant, c'est qu'il ait les bras ballants et que du coup, parce qu'il n'a pas envie de le faire. Évidemment qu'il n'a pas envie de le faire. C'est son manager qui lui a dit, faut que tu le fasses parce que l'autre, il va nous faire chier. C'est juste d'ailleurs, c'est ça qui doit être marrant en fait. Je me demande qui a envoyé quel message WhatsApp à tous les boxeurs, tous les promoteurs. On leur dit, L'assistant de Turquie. les gars, il vous faut vous faire une vidéo en portrait, 40 secondes environ, vous trouvez les anniversaires. C'est trop la com autour de ce truc parce que des fois je me pose des questions quand je vois les articles The Ring, quand je vois les tweets. Tu te rappelles par rapport au Ali Revival Act que je déteste appeler comme ça. Il y a eu des coms qui ont dû être balancés à droite à gauche pour que tout le monde ait le même wording. Comme tu le disais, qui avait été fait par. Mais là, comment ça s'est passé? Comment ça s'est goupillé pour que Roberto Duran il reçoive un WhatsApp, on lui dise tu dois mettre ton Je suis sûr qu'il sait même pas se servir d'un téléphone. Je sais même pas comment ça s'est passé toute cette histoire, c'est n'importe quoi. Elles sont marrantes. Regarde celle de Dubois. Dubois, il y a un texte, c'est évident. Dubois, il s'en bat les couilles. Enfin, Dubois, c'est son père qui lui a mis dans la tronche, qui lui a dit c'est vraiment ce qui paye le loyer, frérot. C'est grâce à ça qu'on va mettre notre famille à l'abri sur des générations. Que tu lis le truc, hein. Je l'aurais fait, donc je vais pas chipoter. C'est marrant. Pour ceux qui sauraient toujours pas ce qui se passe, voilà pourquoi il est dans ce sport-là, et c'est pas par l'amour du noblard. Allez lire le tweet où il y a cette vidéo, le texte qui va avec. Le texte, c'est pas un remerciement à la boxe et à tous les boxeurs qui n'ont vibré depuis quelques années. Le tweet, c'est on revient, et c'est pas nouveau dans la boxe, Rumble in the Jungle, Thriller in Manila, ça a toujours été comme ça, avec des pouvoirs qui accaparent ce sport pour faire du sport washing et se redorer l'image. Tout le tweet, il est tourné vers tout ce que le royaume d'Arabie Saoudite est en train d'avoir la lumière sur lui, tu vois. Tout le message est comme ça. Il y a pas même un mot en fait sur la boxe. Non. Et d'ailleurs, big up aux Saoudiens qui a répondu en commentaire la vidéo IA de Turquie en boxeur.
gros big up. Parce que vraiment, faut être sacrément débile pour faire ce genre de truc. Là, le culte de la personnalité. Turki, s'il veut monter dans un ring, il monte dans un ring. Il m'a envoyé un Turki tout fit sur un ring qui met KO un mec. Ah non, mais pitié, mais respectez les gens, respectez les boxeurs. C'est fou de faire ça, c'est fou. Et respecter la planète aussi. Enfin bref, ça c'est un débat, mais c'est dingue de faire ça. C'est dingue. Enfin, ouais, j'en peux plus. Moi, je crois que je vais arrêter de parler de Turquie. Ça fait monter ma tension. À mon âge, Non, c'est pas bon. c'est l'été, c'est pas bon, Dylan. Ah ouais, non, c'est pas bon. Et la dernière news, mais c'est 1 minute parce qu'on le savait. C'est juste une confirmation, mais Junto Nakatani va officiellement rendre vacante ses titres en bantam, IBF, WBC. On y va, les gars. Printemps prochain. On va à Tokyo, les gars, ou pas? Mai 2026. Ah bah on y va, oui, pardi qu'on. Oui, on va se chauffer. Oui, on va se chauffer. Let's go. Dome, mai ou avril 2026. Naoya Inoue contre Dome. Oui, non, mais là, évidemment qu'on y va. Je sais pas comment on aura des accrèdes, mais on rentrera par les conduits de ventilation s'il faut, c'est pas grave. Hein. Ah, mais même Dubois, il a presque réussi à pas rentrer. Donc, si le boxeur, il a pas réussi, nous, Je pense que Rial et tout seront en copromotion. Ils seront là. Ils ont signé avec Inoue et tout. Mais je pense que c'est Deken Owashi. Oui, c'est sûr. C'est un rendez-vous comme ça. Un truc comme ça peut pas échapper. Non, Auteur japonais, ça leur échappe pas, je te dis. Et j'espère qu'ils nous feront une carte de folie pour accompagner. Oui, mais c'est sûr. Il y a d'autres combattants qui méritent pour le coup. Et voilà, pour le petit clin d'œil, Bam Rodriguez a dit qu'après Martinez, il montait en bantam. Donc en bantam, il n'y aura plus Junto Nakatani. Moi, j'ai un message à Bam. Vous savez, comme je l'aime d'amour. T'étais pas avec nous, Dylan, le jour où j'ai fait mon coming out. Mais je l'ai écouté, par contre, je l'ai écouté. Bamesque. Mais reste pas trop longtemps en bantam. Bam, monte. Non, monte direct. Mais fais un combat en bantam, prends une ceinture, dis, allez, c'est champion du monde dans une nouvelle catégorie. C'est ça, en fait. C'était plus ça, le plan. Vu qu'il y a quasiment que des champions japonais en bantam, va au Japon, va prendre oui. au Japon contre un japonais, comme ça ton nom il grandit là-bas aussi, et puis monte. Bien sûr. Allez voir Junto et peut-être Naoya bientôt, c'est ça qui nous excitera pour les 2 ans à venir là, je pense. Est-ce que je peux faire une micro-news sur Sofiane Oumiya qui combat pour la ceinture WBA Gold, son 7e combat pro, c'est vendredi soir, c'est sur DAZN, gratuit. Quelques heures après qu'on soit diffusé, Dylan. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce soir du coup, si ceux qui regardent en direct. C'est une jolie carte. Et puis il combat pour sa première ceinture WBA Gold. Donc j'ai discuté avec lui. Il prend officiellement la route WBA, qui est donc la KT de Gervonta, notamment. Qui est la catégorie aussi de plein de mecs qu'il a battus. Donc en amateur aux Jeux Olympiques, etc. Andy Cruz, tout ça. Donc c'est intéressant d'aller vers là parce qu'une fois qu'il aura pris la ceinture WBA Gold, je pense que le Andy Cruz contre Sofiane Oumiya, il est très facile à signer. Pareil pour le storytelling. Il affronte Francisco Fonseca, 36-4, 29 KO. Bon, c'est un Nicaraguayen. Oh là, j'aurais dû me renseigner sur le Gentilly avant. Très très gros fighter. Il a dans ses 4 défaites, il en a 2 qui sont contre Gervonta notamment et contre Ryan Garcia. Donc c'est un mec qui a l'expérience des grands rendez-vous quand même, gros cogneur, dur au mal, etc. Mais Sofiane est prêt, je pense. Grosse différence il y a 42 combats d'un côté contre 6 de l'autre en pro. Mais Sofiane, il a 160 combats amateurs, double médaillé d'argent olympique, triple champion du monde. C'est un truc de fou. Et là, en fait, il se lance officiellement. C'est ça qui est important, je pense. C'est le premier combat de sa carrière 100% professionnel. Jusque-là, il jonglait entre les deux. Il combattait aussi pour l'IBA, tout ça, mais il jonglait entre amateur et pro. Donc, il avait une double préparation qui était compliquée. Typiquement, il avait fait 2 combats pro en l'espace de 10 jours, je crois, un truc comme ça, parce qu'il avait été obligé de les caler comme ça, parce qu'après, il y avait le camp d'entraînement de l'équipe de France pour les JO de Paris, qui était donc en Andalousie. Donc, il a été obligé d'un peu de jongler entre plein de trucs. Et là, c'est le premier combat où il a fait une préparation 100% pour un combat pro. Où il est prêt pour faire des 12 rounds. Enfin, tu vois, c'est pas exactement la même prep. Hein. Donc, c'est son premier combat pour une ceinture en pro. Je pense qu'on est tous très contents parce que s'il prend la ceinture WBA Gold, en fait, il est à 2-3 combats d'un championnat du monde, quoi. Ah, c'est cool. Non, c'est cool. On y croit. Hein. De toute façon, on se débriefera tout ça bien aussi la semaine prochaine. Et puis, on espère avoir Sofiane sur Jab Live très vite pour en parler. C'est clair. Merci les gars, merci beaucoup. Comme d'habitude, comme chaque semaine, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet Tony Yoka et du reste pour le coup. Et nos petits coups de gueule habituels, je les aime. Voilà. On est un peu les vieux du Muppet Show de la boxe. Je pense pas que tout le monde aura la ref si on a des jeunes. Moi-même, j'ai pas la ref, mais bon, c'est pas ref. C'est le monsieur vert, là, Muppet, non? Alors, mais les vieux du Muppet Show, c'est pas les monsieur verts, du coup. Il y avait 2 petits vieux, qui râlaient surtout. C'est vous, moi, je suis le monsieur vert, alors. Kermit, le monsieur vert, vu que t'as un plan. Putain, de péter un plan, la différence d'âge.
Kermit et les 2 vieux du Muppet Show. Voilà, Ouais, c'est ça. on a trouvé après les Dalton quand il y avait pas, on a arrivé au surnom, les Ouais. gars. Bon, merci. Bon, Merci merci beaucoup, beaucoup. Kabir. Merci beaucoup, Dylan. Ouais, merci. Ciao. Prochaine sur Jab Nook, votre rendez-vous box hebdomadaire sur Jab Life. Ciao. Salut à tous.